Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. 8h12 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Après la décision de la Cour suprême américaine, la majorité présentera une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Un consensus est-il possible sur cette question ? Écoutez, s'il s'agit de dire que l'opinion française considère dans son écrasante majorité que l'avortement est un droit, oui, c'est un fait. Les mouvements pro-vie, pour qui c'est l'enfant à naître qui a d'abord un droit à vivre, sont très faibles comparés à ce qu'ils sont aux États-Unis. Et les politiques qui réclament cette inscription vont s'appuyer sur cela. Alors ensuite, consensus parmi les responsables politiques ? Eh bien, constatons qu'Elisabeth Borne, qui a maintenant la certitude de rester à Matignon, a dit que le gouvernement soutiendrait avec force cette proposition. À LR, des personnalités comme Bruno Retailleau s'y sont dit hostiles et on peut penser que ce sera la position dominante à droite. Marine Le Pen, elle, s'est contentée d'un étrange « pourquoi pas ?» sachant que son groupe est divisé sur la question. Et finalement, la seule prise de position hostile à l'inscription de ce supposé droit à l'avortement dans la Constitution, c'est François Bayrou. Il l'a dit clairement hier. Et c'est important parce que Bayrou, c'est le premier baron du macronisme et c'est le patron de la deuxième composante de la majorité. Ce qui veut dire que ce projet qui devrait recueillir pour aboutir les 3/5 des voix au Parlement n'a pas encore la garantie d'aboutir. Est-ce que cette question constitutionnelle pourrait relancer le débat sur l'avortement en France ? Écoutez, c'est ce que chercheront à faire croire ceux qui poussent ce projet. Comme si tous ceux qui ne jugent ni nécessaire ni prioritaire de passer par cette voie constitutionnelle étaient forcément des abominables anti-avortement. En fait, ce sont eux qui cherchent à importer en France le débat américain. Ils disent il y a un recul aux États-Unis, donc le droit à l'avortement est menacé en France. Dans la réalité, c'est exactement l'inverse. D'une part, vous constaterez que toutes les évolutions législatives, sans exception, ont été dans le sens d'une facilitation du recours à l'IVG. Délai plusieurs fois allongé, instauration d'un délit d'entrave, etc. Et d'autre part, aucune formation politique, ni LR ni le RN, ne propose la moindre restriction législative. Et même s'il y a quelques élus non favorables à l'avortement, aucun ne propose de toucher à la loi. Et c'est aussi une grosse différence avec les États-Unis, car en France, les pro-vie n'ont aucun relais politique majeur. Dans ce climat politique actuel, Guillaume, quel sens prend cette initiative ? Écoutez, sans que ce soit forcément le but recherché, cela a un double effet diversion. Le casse-tête du gouvernement, on le voit bien, c'est de trouver des majorités. Eh bien, les macronistes auront beau jeu de dire « on nous disait que c'était impossible, voyez, on a déjà trouvé une raison de majorité ». Et 2, une révision constitutionnelle, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et ce serait du temps pris sur les réformes ou les sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français. Et c'est pour ça qu'une opinion, même acquise au principe, pourrait y voir une grosse ficelle de la part d'un exécutif qui n'arrive toujours pas à se mettre en route. L'édito politique signé Guillaume Tabar. Tout de suite, mon invité. Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Demain, Arte diffusera un documentaire, on pourrait presque dire un reportage de guerre que vous co-signez avec Marc Roussel et qui s'intitule « Pourquoi l'Ukraine ?» Question toute simple. Pourquoi ce documentaire ? C'est parce que vous craignez qu'on se lasse un petit peu du côté des Occidentaux de cette guerre qui a commencé depuis plus de 4 mois ? Absolument, je crains le documentaire, je l'ai tourné parce que cette histoire me paraissait fondamentale. Mais sa diffusion a été accélérée pour la raison que vous dites. Parce qu'il y a un risque de fatigue des opinions, il y a un risque de passer à autre chose, il y a un risque de céder à la peur de manquer de gaz, à la peur tout à fait légitime d'ailleurs, de la crise économique et de se fatiguer. Voilà, cette guerre qui est à 2h30 d'avion de Paris. Vous dites dans votre film, mais aussi ce matin dans les colonnes du Figaro, cette guerre entre Ukrainiens et Russes, c'est aussi notre guerre. Oui, je pense vraiment que c'est notre guerre, à la fois parce que les Ukrainiens défendent nos valeurs, parce ils incarnent des valeurs démocratiques, des valeurs libérales, des valeurs européennes, dont parfois nous sommes de moins bons champions qu'eux, nous, les vieux Européens, premièrement. Et puis deuxièmement, parce que Poutine, derrière l'Ukraine, vise explicitement le reste de l'Europe. Il a un plan politique, il a une doctrine qui est de déstabiliser l'Europe. Pour vous, Bernard-Henri Lévy, c'est une guerre globale et un désastre où se joue, je vous lis toujours, le destin du monde.
Je crois, oui. Par rapport, c'est la grande différence pour moi entre ce film, donc diffusé demain soir, et d'autres films que j'ai fait depuis très longtemps, qui eux, parlaient de guerres oubliées, Oui. de guerres qui étaient tragiques, qui étaient sauvages, sur lesquelles je voulais mettre le projecteur, mais où je savais bien moi-même que le destin du monde se jouait pas. Là, cette guerre d'Ukraine, c'est l'inverse. C'est vraiment une sorte d'épicentre où tous les rapports de force, toute la géopolitique, toute la sécurité du continent et peut-être du monde est en train de se décider. Ça signifie que c'est le début d'une troisième guerre mondiale? C'est le début d'un immense désordre géopolitique si nous n'y mettons pas le holà. C'est-à-dire que, bien sûr, si Poutine gagne ici, il poussera l'avantage ailleurs. Son allié Xi Jinping poussera l'avantage à Taïwan, occupera Taïwan. Quelqu'un comme Erdogan, qui a le même rêve de reconstituer un empire défunt, l'empire ottoman, lui aussi s'enhardira. Les Iraniens, qui ne sont pas non plus les amis des démocraties, ni chez eux ni chez nous, ont aussi un rêve grand perse qu'ils rêvent de ressusciter. Bref, si on laisse Poutine donner l'exemple, il y aura une sorte d'effet domino mondial chez tous ces vieux empires en train de vouloir prendre leur revanche, qui sera au détriment de l'Occident et des démocraties. Il y a eu ce week-end deux images qui se sont fait face. Le G7 réuni en Allemagne pour tenter de montrer une unité face à Poutine, un G7 qui se poursuit actuellement. Et puis ces bombardements à Kiev, une nouvelle tentative d'intimidation, dixit les autorités ukrainiennes. Oui, plus qu'une intimidation. D'ailleurs, c'est des attaques contre les civils, contraires aux droits de la guerre. Vous savez, cette guerre, donc je l'ai vue, je l'ai filmée, j'ai passé du temps avec les combattants ukrainiens, avec les victimes. C'est vraiment une guerre dégueulasse. Une guerre est toujours sale. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, mais celle-là est spécialement sale. Quand on vise les civils, quand on leur noue les mains dans le dos et qu'on leur tire une balle dans la nuque, lorsque l'on tape de manière indiscriminée sur les maternités, sur les hôpitaux, sur les écoles, j'ai vu tout ça. Nous avons, avec Marc Roussel, avec Gilles Herzog, filmé tout ça. C'est pas une guerre ordinaire, c'est pas une guerre comme les autres. C'est vraiment, au cœur de l'Europe, une guerre atroce. Qu'est-ce que vous attendez, Bernard-Henri Lévy, du G7 ? Il a eu ce rappel à l'ordre, si je puis dire, de Boris Johnson à l'encontre d'Emmanuel Macron, contre toute tentative de solution négociée. Vous pensez qu'il faut marquer cette unité et développer encore plus l'aide à Kiev ? Je vois pas d'ailleurs pourquoi à l'encontre, parce que je pense que Johnson et Macron sont totalement alignés sur cette question. Mais bien sûr, toute preuve de désunion serait vue comme une bénédiction par Poutine. Il attend ça. Poutine compte les jours et il sait, en bon KGBiste spécialiste des opinions qu'il est, que plus le temps passera, plus l'Occident risque de se désunir et de se lasser. Donc ne pas se désunir, c'est clair. Oui. Et continuer à armer l'Ukraine. Parce que ces soldats sont vaillants, mais tout seul, face à un pays continent comme la Russie, il ne pourra pas. Je reviens quand même sur Emmanuel Macron. Vous n'avez pas le sentiment que la position de la France et du chef de l'État a tout de même évolué ou un petit peu changé ? Il était l'un des rares à parler avec Vladimir Poutine. C'est ce que lui reprochait d'ailleurs Boris Johnson ou Joe Biden. Il y a eu ce voyage avec Draghi et avec Scholz en Ukraine le 16 juin. Est-ce que la position française, pour vous, a légèrement changé tout de même ? Écoutez, en tout cas en Ukraine, moi c'est ce qui m'intéresse. Je veux pas de polémique inutile. Il a dit très clairement qu'il n'y avait pour la France, comme pour toute nation éprise du droit, qu'un but de guerre honorable et intelligent, c'est la victoire de l'Ukraine. Il l'a dit clairement. Toute autre solution que la victoire de l'Ukraine, donc la capitulation de la Russie, serait évidemment désastreuse pour l'Ukraine, mais désastreuse pour nous, les Occidentaux. Il faut bien être conscient de cela. Pour vous, il n'y a qu'une option, c'est que Poutine recule, que Poutine capitule. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, c'est comme si en 1943... les choses ne sont pas évidemment totalement comparables, mais un peu tout de même. C'est comme si en 1943, on avait dit il faut chercher une porte de sortie à Mussolini ou à Hitler, il faut trouver un compromis, il faut leur donner quelque chose, il faut négocier. Non, il fallait d'abord les vaincre.
Puis après, il fallait négocier avec l'Allemagne, il fallait négocier avec l'Italie, avec ce qu'il en restait, ce que les dictateurs en avaient laissé. Là, c'est la même chose. La première étape, c'est vraiment que Poutine recule en deçà des frontières qu'il a violées le 24 février. Mais ça après, peut prendre... il faudra traiter avec le peuple russe. Pardonnez-moi Bernard-Henri Lévy, mais ça peut prendre des mois, voire des années. Ça prendra le temps qu'en effet, Poutine décidera. Cette guerre, personne ne l'a choisie, à part Poutine. Les Ukrainiens ne l'ont pas choisi, les Européens qui avaient même appris à penser sans la guerre, qui pensaient qu'elle était à l'horizon du continent, ne l'ont pas voulu. Elle nous a été imposée. Qu'est-ce qu'on fait quand une guerre nous tombe dessus? Est-ce qu'on plie les chines? Est-ce qu'on décide de devenir des esclaves, des chantages et des caprices poutiniens, ou est-ce qu'on fait face? Malheureusement, il faut faire face. Dans quelques minutes, Guillaume Durand recevra dans Esprit Libre Luc Ferry. Il ne croit pas que Poutine capitulera un jour. Il pense que plus on armera l'Ukraine, plus Poutine tapera fort. Et c'est pour ça qu'il souhaite des négociations. Qu'est-ce que vous répondez à Luc Ferry, qui sera à votre place dans quelques minutes? Poutine tapera fort jusqu'au jour où il aura des vrais problèmes de munitions, des vrais problèmes de pièces détachées pour ses armements lourds, jusqu'au jour où ces soldats, qui sont des pauvres gamins, souvent démoralisés, découragés, qui savent pas pourquoi ils font cette guerre, qui savent pas ce qu'ils défendent, jusqu'au jour où son armée lâchera. Pour l'instant, elle avance, Bernard-Henri Lévy, l'armée russe. Non, pour l'instant, elle avance très peu. Vous savez, Oui. pour l'instant, il y a des déluges de feu. Ça, c'est ce que les Russes, ce que Poutine, ce que l'armée russe sait faire. Elle sait faire des orages d'acier. Elle sait, ça vous les verrez dans mon film, on voit cela, déclencher des déluges de bombes au phosphore sur les villes. Après, avancer de manière significative et occuper de manière durable, ils n'ont pas encore montré qu'ils savaient le faire. Et au contraire, dans certains cas, à Kiev, à Mykolaïev, à Borodianka, je suis allé dans tous ces endroits-là, c'est l'inverse. Ils ont reculé quand ils se sont trouvés face, en vrai, pas avec les déluges d'acier jungériens. Quand ils se sont trouvés face aux Ukrainiens, ils ont très souvent reculé. Donc, cette théorie, je la comprends, mais je crois qu'elle n'est pas juste. La candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas de la part des 27 un peu hypocrite tout de même? Parce que il y a eu ce discours en disant voilà, on accepte cette candidature, mais dans le même temps, certains dirigeants européens ont dit ça sera pas avant des années. On sait qu'il y a un problème de corruption encore en Ukraine. On sait que le niveau de vie des Ukrainiens est en dessous du niveau de vie des Européens. Alors est-ce que c'est pas un tout petit peu un tantinet hypocrite de la part des 27? Il y a un mélange d'hypocrisie et de bonne volonté. Les meilleurs des Européens font ce qu'ils peuvent, ils donnent ce qu'ils ont à donner. Après, vous savez, est-ce que ça prendra des années? J'en sais rien. Et ils n'en savent rien non plus. Imaginez que l'Ukraine décide d'accélérer le pas. Imaginez que les programmes de réforme, notamment contre la corruption, engagés par Vladimir Zelensky, que ça aille plus vite que prévu. Qui sait? Peut-être que ça ne va pas durer 10 ans. Rien n'est écrit de ce moment-là. Il n'y a pas une loi qui dit, pour entrer dans l'Europe, il faut 10 ans. Il faut se mettre au carré avec les valeurs de l'état de droit, avec les valeurs, avec la lutte anti-corruption, avec les valeurs de transparence démocratique. Eh bien, on va voir. La balle est dans le camp des Ukrainiens. Aujourd'hui, si vous demandez à Volodymyr Zelensky s'il préfère entrer dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, il vous répondra l'OTAN. Bien sûr. Bien sûr, il répondra l'OTAN. Et il a raison, parce qu'il n'y a que l'OTAN qui puisse le défendre. Mais enfin, on lui donne l'Europe, il prend l'Europe. Cet homme est, je le connais un tout petit peu, il est à la fois d'une vaillance qui stupéfie et d'une sagesse et d'une intelligence tactique incroyable. Je suis vraiment impressionné par cet homme pour ces deux raisons-là. Il est devenu un chef de guerre courageux et il reste un homme d'État d'une intelligence tactique et d'une sagesse qui force le respect. Donc voilà. Il s'adressera d'ailleurs en visioconférence aux membres du G7, les G7 qui essaient de garder cette unité. Mais de l'autre côté, Bernard-Henri Lévy, on voit finalement que Poutine n'est pas si isolé que cela. Alors, vous parliez de la Chine, mais il y a aussi des pays comme l'Inde, des pays d'Afrique, des pays d'Amérique du Sud qui aujourd'hui disent « mais non, ça c'est pas la faute de Poutine, c'est le problème des Occidentaux, etc. » On voit finalement que notre discours n'est pas le discours du monde entier, si je puis dire.
on voit quoi? On voit que, bien sûr, que la haine de l'Occident est une passion partagée dans une partie du monde. On voit que la haine de l'Amérique est une idéologie à part entière. On voit qu'il y a des pays entiers ou des dictateurs ou tout simplement des anti-occidentalistes n'aiment pas la liberté, n'aiment pas la démocratie. Vous le découvrez? Non, on le sait ça. Donc aujourd'hui, il y a un ordre des choses que vous venez de décrire. Il y a une bataille de civilisation entre... Une guerre de civilisation aujourd'hui pour vous? Une guerre de civilisation entre eux, mais pas géographique. Oui. C'est pas the West versus the rest. C'est entre ceux qui croient en effet que l'avenir de leurs enfants doit s'écrire dans le langage de la démocratie, et ceux qui aiment la brutalité, le déni de l'état de droit, etc. C'est vrai qu'il y a une bataille très fondamentale. Qui va gagner? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie que mes enfants, et j'ai envie que les amis de mes enfants dans le monde entier vivent dans l'état de droit. Cette guerre, Bernard-Henri Lévy, c'est aussi une guerre d'identité, quelque part, des Ukrainiens. Bien sûr. C'est un mot que vous n'avez pas toujours apprécié, mais l'identité, ça compte. L'identité, ça compte, mais je connais bien cette histoire. Et le film, là, pour lequel vous m'invitez, c'est un film qui commence en 2014, avec la révolution du Maïdan. Oui. Ce qui m'a passionné dans cette histoire, c'est que l'identité est moins importante que la demande de démocratie. Ce qui a déclenché tout ça, cette horreur, cette sauvagerie, cette cruauté, c'est le fait que Poutine ne pouvait pas supporter, bien sûr, l'identité ukrainienne. Il pense que les Ukrainiens sont des sous-hommes, des petits Russes, comme il dit, mais peut-être plus important, cette demande de droit, cette demande de démocratie, cette demande de civilisation à ses frontières. Et cet élément-là, pour moi, me semble au moins aussi important que l'autre. Dans votre film, Pourquoi l'Ukraine, vous interrogez aussi bien Zelensky que de simples soldats. Quelle est la rencontre qui vous a le plus remué, qui vous a le plus bouleversé, Bernard-Henri Lévy? Oh, il y en a beaucoup. Mais enfin, il y en a deux. Un, c'est Zelensky. Ouais. Il y a une grande partie du film qui est consacrée au président ukrainien. Oui, ce sera alors vraiment une rencontre importante de ma vie, parce que je trouve incroyable, comme je l'ai dit dans le Figaro ce matin, dans cet entretien avec Patrick Saint-Paul, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui endosse son destin sans y avoir été préparé. Sans être façonné pour ça, de manière totalement inattendue. C'est ce qui arrive à Zelensky. C'était pas un chef de guerre à l'origine, c'était un comédien. Certains le prenaient pour un clown. Lui tombe dessus cette tâche historique incroyable d'avoir à faire face à la deuxième armée du monde. Il le fait. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis il y en a d'autres. Ce personnage à la fin du film, sur la ligne de front de Petro Pavlinka, qui attendait à qui on avait promis des javelines et qui ne les a pas reçues, qui entend parler de milliards d'aides américaines et qui n'en voit pas la couleur, et qui est à la fois désespéré et merveilleux et plein d'espoir. Ça, c'est une rencontre qui m'a bouleversé. Et puis cette femme que je vois à Boutcha et qui me montre la petite tombe fraîche et où on n'a pas encore pu ficher une croix de son mari qui a été torturé et assassiné par les Russes. Rencontre qui m'a bouleversé. Les enfants qui vivent dans les caves d'un monastère, des caves d'immeubles, et qui rient encore. Pourquoi l'Ukraine, première diffusion demain soir à 22h25 sur Arte. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Il est 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.